Get Busy, saison 2, épisode 1, suicide commercial, comme dirait Lino. Get Busy, saison 2, dans un nouveau décor. C'est pas nous qui avons cassé l'ancien, on est arrivé, c'était déjà comme ça. Un nouveau décor, mais exactement la même équipe, avec celui qui, comme le Predator, ne sort que la nuit. Cher, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Ça me fait plaisir de te revoir. Moi non plus. Pas que Cher, membre de plusieurs gangs. Il s'est déjà tiré lui-même dessus pour abattre un rival. Et Ross. La fin. Ross, comment ça va? Ça va. Et on sera rejoint tout à l'heure par le numéro 10 des numéros 10, l'inaccessible étoile Free Worker. Et en attendant, on a un invité pour cette saison 2, un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Pour ceux qui ont vu le documentaire Authentique 1 an avec le Suprême, notre invité, c'est avant tout 2 scènes passées au patrimoine mondial du hip-hop. La première, c'est la mise à l'amende téléphonique et corléonesque d'un certain Gilles, qui lui réclame 10 000 francs, alors que notre invité est passé 2 fois en ville et n'a pas vu une seule affiche. Et sur sa bonne foi, il devrait lui donner 10 000 francs. Mais arrête Gilles, arrête! La deuxième, dans ce même documentaire, c'est une mise au point de toute l'équipe de la tournée suite à un paiement de 19 petits déjeuners supplémentaires à cause de ceux qui ont fait monter des meufs dans leur chambre pour rien faire en plus. On disait pas pour rien faire. Non, on disait pour pas Ken. T'as dit pour rien faire. Au-delà de ces 2 morceaux de bravoure en vidéo, notre invité, c'est surtout 3 lettres mythiques inscrites sur toutes les affiches et tous les tickets de concerts de rap des années 90. IZB. IZB pour Incredible Zulu B-Boys, structure artisanale de passionnés, avec laquelle notre invité a organisé, entre autres, le mythique concert de Public Enemy, celui avec déploiement des forces de l'ordre, hélicoptères, journalistes envoyés sur le front, état d'urgence, tanks dans les rues, etc. Label manager chez Def Jam, tourneur pour NTM et IAM. Pas mal pour l'exploit. Cofondateur de Nuprod, avec qui il a fait tourner de la grosse machinerie type Metallica ou Red Hot Chili Pepper. Un temps patron de presse aussi. Notre invité a traversé toutes les strates du business musical pour arriver tout en haut, sur le siège de directeur général de Live Nation France. Les anciens l'appellent Junior, les intimes l'appellent Angie, mais tous l'appellent Angelo Gopé. Salut Angelo, comment ça va? Ça va. Juste avant de passer la parole à Cher, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as finalement donné ces 10 000 francs à Gilles? Non. J'étais 2 fois patron de presse. La première, c'était quand? Avec Get Busy. On en reparlera. T'as jamais été le patron de Get Busy. Arrête. Non, mais avant tout, alors tu disais que les surnoms d'Angelo. Alors il y a 2 choses que t'as pas dit, c'est qu'il a sûrement déposé la carte d'Afrique à l'INPI et que son surnom c'est vraiment gros. Mais avant tout, Angelo, c'était ça. C'était un rappeur avant. Et on faudrait regarder ça. Bon, salut. T'es content de te recevoir. Bon, tu imagines bien qu'on te reçoit pas pour tes talents de rappeur passés, t'as bien fait d'arrêter. Mais plus pour ton parcours. Et alors, revenons d'abord à ce qu'était IZB. IZB, c'est ce qu'on a vu là sur la vidéo. Oh non, non. tu peux pas résumer toute cette histoire à ça. Non, mais IZB, c'est un crew hip-hop de l'époque. C'était une bande de copains, c'était des jeunes, c'était des passionnés, c'était des assoiffés de grave, de tag, de danse, de ce qu'on était à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait monté, même pas monté, c'est une structure qui s'est montée par défaut. C'était un crew d'abord. C'était un crew. Ouais. IZB, c'est un crew, c'est devenu après autre chose parce que par mesure administrative pour faire des soirées, les après-midi surtout. Bon, au départ, c'est un crew, et un crew qui se retrouvait à la place Carré, qui se retrouvait à Montparnasse, qui se retrouvait partout parce qu'on voulait partager du temps ensemble et surtout partager une passion. Parce que ça a été, comme je dis, ça a été des graffeurs, des taggers, des beatboxers et surtout des collectionneurs de disques. Il y a eu Jamel, il y a eu Mehdi. Voilà, et aussi des gros voleurs de disques. Ouais, collectionneurs. Collectionneurs. Mais voilà, donc je pense que c'est pour ça au départ, IZB, c'est vraiment le cœur du hip-hop. Et on va quand même rendre ses lauriers à qui de droit, parce que même si c'est toi qu'on reçoit aujourd'hui, l'âme, le moteur d'IZB, c'était ton grand frère Jean-Marie, bien sûr, JM, qui a été une rencontre déterminante pour moi, par exemple, et pour plein d'autres personnes, quoi, qui était vraiment un catalyseur. Et bon, il n'est pas là, donc c'est un peu dur de parler de lui, mais qui est l'antithèse de toi. Ouais. C'est-à-dire, autant toi, t'es calme, autant lui, c'est une pile électrique. Mais c'est lui qui a réussi à fédérer les gens autour du groupe et du Possi. On était 4 cousins au départ, et après, il y a eu plein de gens. Et justement, cette passion qu'il a eue du disque et du vinyle qui a fait que ça a attiré les gens. Et parce qu'il y avait très peu de personnes au départ. Il y avait un rendez-vous qui était sur le port de la Chapelle. Et lui, il a réussi à créer ce fameux rendez-vous du samedi après-midi, où au départ, il y avait peut-être 10-12 personnes, et à un moment donné, on s'est retrouvés, il y avait 150 personnes. Il y avait le rendez-vous sur les tringueries à la gare du Nord, ouais. Et puis il y avait le rendez-vous à la Fnac Montparnasse. Exactement, et tout le monde pensait que c'était un rendez-vous pour voler des disques. Non, tout le monde pensait que c'était un rendez-vous pour faire du hip-hop. On va dire, c'est plus il y avait de monde, plus ça créait du désordre, et plus on volait de disques. Voilà. Comment t'es passé justement de l'organisation de soirée, comme tu disais, à
à franchir l'étape de se dire, bah tiens, et si on organisait des concerts? Ou au moins qu'on essaye de voir comment ça se passe pour On organiser n'est un pas concert. passé, c'est une opportunité. Déjà, on organisait des après-midi, donc on a eu 15-16 ans, donc on a dû monter l'association pour réserver un collège. Et après, dès qu'on on était un peu plus vieux, on a fait une soirée. Et c'est un jour, le premier voyage à New York. En gros, c'est que l'argent qu'on collectionnait, c'était pour payer une partie du voyage aux adhérents. Les gens avec qui on était, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande. Et on s'est dit, un jour, à force de faire des soirées, on a eu assez d'argent pour organiser un voyage à New York. On a organisé un gros voyage à New York. C'était en novembre 88. Et là, on était une cinquantaine à partir sur Pakistan Airlines. Voilà, pour Pakistan Airlines, on s'est retrouvé au Carter à New York et on était en soirée. Et puis là, vous faites quoi dans la vie? Ah, nous, on organise des soirées et tout. Et bah, nous, on est rappeurs. Non, faut bien rectifier pourquoi c'est. Alors, effectivement, on a été partout, parce qu'on a été à Londres, on allait au DMC, parce qu'avant, quand on ne pouvait pas se payer New York, on allait à Londres. C'était le petit New York. Et à New York, on y allait pour un événement précis, c'est les anniversaires de la Zulu Nation au mois de novembre. On y a été plusieurs fois. Et là, du coup, on y avait été avant, on n'était pas beaucoup au départ à y aller. Et là, du coup, on a réussi à amener plein de gens. Et on était une cinquantaine. Et on a amené ces gens-là à New York pour l'anniversaire. Et à l'anniversaire de Zulu Nation, il y avait tout le monde, parce que tous les rappeurs venaient, parce que c'était l'événement où il fallait être et l'événement où il fallait être vu. Et donc, du coup, là-bas, on a rencontré Dave Funkelklein, qui était un manager de l'époque, et des artistes. Ils nous ont dit, voilà, nous, on est rappeurs, et vous voulez pas faire des concerts à Paris? Et là, on a fait, ouais. Alors qu'on n'avait jamais rien fait de notre vie. Donc, on est rentré. On a commencé à paniquer au départ, voir, mais comment on va faire? Comment on organise? Et voilà, on a monté une petite cellule de personnes. Et on se retrouvait tous les mercredis soirs au Pic-Pain, à l'époque, à Régieux-Dro, pour travailler sur l'organisation. Et tous les samedis et le dimanche, aller coller des affiches. Et distribuer des tracts. Bénévolement. C'est aussi dans cette émulation que naît Get Busy, qui est en format fanzine à l'époque. Ça vient exactement de ça. C'est comme Get Busy, c'est comme IZB, c'est une rencontre. C'est quelqu'un de passionné qui avait une idée derrière lui. Et c'est pareil, comme IZB, c'est pareil. Les deux qui étaient à la base de Get Busy, c'était JM et Shure. Souvent, quand Shure me parle de la période du fanzine et tout ça, quand je lui demande de m'expliquer certains points, il me dit « Non, ça, c'était des plans Angelo. C'est quoi les fameux plans Angelo ?» Angelo, c'est l'anti-Shure. C'est vrai. Lui, en gros, c'est lui, il fait, et après... Non, lui, il pense, et après, moi, il faut que je fasse. En gros, c'était ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, mais Angelo, c'est le mec qui nous trouverait l'imprimerie, c'est le mec qui nous trouvait des pubs, c'est le mec qui est... C'est le magicien, quoi. Voilà, c'est le mec qui avait déjà un pied dans la maison 10. Et c'est ça aussi qu'il faudrait expliquer ce que tu es. C'est toi, très tôt, tu t'es confronté à ce milieu des maisons 10, des trucs qui, pour nous, étaient un monde d'extraterrestres, quoi, tu vois. Enfin, un monde même qu'on considérait comme hostile. Et toi, tu as tout de suite voulu faire de l'entrisme là-dedans. Tu as pensé que de toute façon, il fallait y passer, quoi, en gros. Sans jeu de mots. Non, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que quand on parlait du fameux concert de Public Enemy, au départ, où tout le monde pensait que le hip-hop allait durer 1 ou 2 ans, Public Enemy était là pour assassiner les Blancs, on a expliqué aux gens qu'il y avait une passion qui était le hip-hop et que ça allait au-delà de la politique et c'était un vrai acte social. Et du coup, en 92, les maisons de disques m'ont appelé et je me suis dit que c'était une opportunité d'aller voir comment ça se passait pour défendre quelque chose qui pour moi me paraissait important, qui était le rap et le hip-hop. Et du coup je faisais ça, on continuait les concerts et je me suis servi d'opportunités, des contacts que j'avais pour travailler avec Get Busy. Est-ce que ce choc avec des gens d'un milieu, parce que la plupart, bon, c'est un peu caricatural, mais les gens de Maison 10, c'est des gens qui avaient d'autres parcours, qui venaient du rock ou qui sortaient d'école de commerce. Est-ce que tu t'es heurté, toi, à des préjugés, à de la condescendance? Bien sûr, mais après, tu sais, c'est comme... On parle du Get Busy, des Maisons 10 en 92, mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Pas tellement. Mais pas du tout. C'est pas tellement, c'est pas du tout. Tu vois, ce que j'ai pu, à l'époque, être confondé sur Get Busy et sur des maisons de disques, je le reçois aujourd'hui quand je suis patron de Live Nation. J'étais en rendez-vous la dernière fois dans une grosse banque que je ne citerai pas. Quand je suis arrivé, la secrétaire, elle arrivait, elle a été voir tout le monde sauf moi. Parce qu'on lui a dit qu'il y avait le patron de Live Nation qui était arrivé, et c'est pas moi qui est venu voir. Donc ça n'a pas du tout changé. Ce qui s'est passé à l'époque, je pense, c'est qu'il faut juste dire qu'on a été confronté à ça depuis qu'on est petit. Donc que ça se passe en maison de disque, que ça se passe maintenant chez Live Nation ou après, je pense qu'on a une espèce de carapace qui nous a protégés de ça. Sauf que, moi plus que les autres, parce que lui il détestait ça, on ne pouvait plus. Sauf que en 90, je ne vais pas dire que c'était acceptable, mais en 2019 que ça soit encore comme ça, c'est pas acceptable.
Mais le problème, c'est que c'est pas stable du tout, sauf que les gens s'en rendent pas compte. Tu vois, aujourd'hui, on parle de l'exception culturelle, on parle de... Non, mais je veux dire, à un stade où maintenant, le hip-hop, bon, c'était nouveau, ils ne comprenaient pas. Mais là, le hip-hop a gagné dans tous les domaines. Mais sauf que c'est plus devenu le hip-hop. Oui, le rap. Pour les gens, c'est devenu la musique urbaine. Ok. C'est même pas le rap. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce genre d'émission, elle est hyper importante et pour tout le monde. Parce qu'il faut aujourd'hui parler des choses qui ont existé et qui sont à la base de ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que tout ce qui a été fait à l'époque, même si les rappeurs ne veulent pas leur rendre hommage, c'est que le temps qu'on y a passé de faire des voyages, de faire des concerts, on a porté le hip-hop à bout de bras pendant des années parce que personne n'y croyait. Peut-être que ce serait effondré et qu'il n'y aurait pas eu après, il y aurait peut-être pas eu après l'émergence qu'il y a eu. On l'a quand même tenu, on a fait des tournées, les premières tournées d'IAM qu'on a fait à l'époque avec Killer et Setting et tout, il y avait 800 personnes dans les salles. Enfin, on s'est quand même battu pour une passion qui était la nôtre au départ avant de devenir un business. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'émission que vous avez ou que Get Busy, ça continue à véhiculer cette image-là, elle est importante parce que ça va toujours nous relier vers ce passé qui a permis à beaucoup aujourd'hui de gagner de l'argent. Tu parlais de condescendance à l'époque justement envers les médias et tout ça. Et Ross avait remarqué justement que chaque fois que tu étais invité dans les émissions, notamment Ciel Montmardi, tu avais été invité, tout ça, et tu avais pris la parole, il y avait toujours ce petit côté des gens qui savent à regarder un petit peu de L'expert musical qui te prévoyait la fin de cet épiphénomène qu'on appelait... Mais jusqu'à, je pense que même les phénomènes qu'il y a eu sur MC Solar, sur Setting avec Simple Funky, même à l'époque, même le Mia avec IAM... Vous voyez toujours ça comme un coup de chance. Comme un coup de chance. Je pense que ce qui a vraiment assis le hip-hop et le rap français, ça a été 90, 90, 97, IAM, l'école de micro d'argent, qui a été l'un des albums de rap français le plus vendus, et après NTM. Et après, voilà, du coup, après, il y a eu tout ce qu'il y a eu après, des Booba, les Lunatiques. Mais cette époque-là, c'est vraiment là où il y a eu un vrai switch, je pense, de la moitié française sur le rap. Tu parlais des premiers concerts d'IZB qui ont été faits. Tu as parlé de Public Enemy, qui a été vraiment un marqueur dans l'histoire d'IZB et dans l'histoire du hip-hop en France. Bon, moi, je voudrais qu'on vienne au tout premier concert. C'est celui des Ultra Magnatiques, King of Pressure et Lakim Shabazz. Donc, on va écouter Lakim Shabazz. Black is back. Black is back. Black is back. See, I'm real rough, I had enough. So you popping off at the mouth, so my size that muffler the hype. I don't believe the right. I do conceive, imagine why you're gagging, smoking weed, black man from Asia. Get Busy saison 2, épisode 1, toujours avec Angelo Gopé, patron de Live Nation France. On a parlé justement de ton ascension, le début d'IZB, etc. Machin. Après IZB, tu passes en maison de disque, tu deviens label manager. Def Jam. Là, c'est un petit peu pas l'autre côté, mais c'est une autre facette du business musical à laquelle tu étais confronté de toute façon en étant tourneur. Ouais, mais c'est la continuité de... Je te coupe. Alors la vanne, c'était que Angelo, c'était Russell Simmons et Seb Farron qui étaient aussi là-bas. C'était Layer Cohen. Il continue. Qui faisait Eric Rubin? Personne. Non, mais pour moi, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est de la passion. Quand on dit aujourd'hui que pour quelqu'un comme nous, tu vas travailler sur la Def Jam, c'est pas un boulot. C'est pas comme si tu allais quelque part et c'est pas bureaucratique. C'est quelque chose qui est incroyable. Tu vois, quand je vais à Layer Cohen m'appelle, il dit vas-y, viens à Londres, je vais signer un artiste, j'y vais. Et l'artiste n'est pas là, mais on l'appelle et il dit tu vas signer qui? Je vais signer Jay-Z. Elle appelle Jay-Z, Jay-Z est à sa douche, il dit à sa mère de sortir de la douche. Enfin, tu vois, c'est pas bureaucratique, c'est pas du boulot, c'est pas du business. Mais surtout, en plus, l'arrivée à Def Jam, c'est vraiment symbolique, parce que moi, je me souviens justement quand on allait à New York, qu'on s'invitait dans les bureaux de Def Jam, on arrivait à 6 ou 7, et pour essayer d'obtenir un rendez-vous à l'arrache, même pas prévu avec Layer Cohen, et après, ils font appel à toi et tu prends Def Jam France, quoi. C'est plutôt... Ah, c'est pour ça, donc voilà, c'est symbolique pour nous, c'était symbolique pour nous, mais je pense que pour moi, c'était une continuité, et tu vois, j'ai fait 2-3 ans, et après, j'ai arrêté pour retourner sur les concerts. Est-ce que tu découvres un autre monde quand tu passes du côté du disque en disant ah ouais, ok, ça marche comme Bien ça, sûr. l'industrie du disque? Déjà, Est-ce que tu comprends mieux du coup ton taf de tourneur en voyant l'industrie du disque, comment elle fonctionne? ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Est-ce qu'au contraire, voir vraiment se heurter au rouage des maisons de disques, ça peut aussi entamer la passion, ça peut un peu dégoûter ou décevoir? Des fois, on est frustré parce qu'on est confronté aux médias.
Et donc, du coup, on n'est pas que sur les médias hip-hop, on est aussi sur les médias généralistes. C'est pour ça qu'à l'époque, c'est une période, en plus, on a bien renforcé Get Busy, parce que pour moi, c'était la seule plateforme qui me permettait de garder cette niche-là. Parce que les médias ne voulaient pas parler du hip-hop. Quand on faisait des opérations, tu vois, il y avait Redman, Method Man, le Wu-Tang, il y avait les Cool J, et les gens ne voulaient pas en parler. Donc, Get Busy, à cette époque, c'était une vraie plateforme de communication pour Def Jam et pour le hip-hop. Je me rappelle, le premier truc sur lequel je me suis battu quand je suis arrivé, c'était l'album de Warren G avec Regulate, et finalement il a été album d'or, on a fait une tournée, et c'est là où tu te rends compte qu'effectivement quand un artiste prend du temps, quand tu fais faire des bonnes choses, et que le single a explosé en France, on a fait une tournée, on a fait un Zénith, on a fait Strasbourg, on a fait Lyon, mais si j'avais peut-être pas été là, on n'aurait pas pris au sérieux ce titre-là et cet album-là, et peut-être que ça n'avait pas été le cas. Donc c'est là où effectivement tu te rends compte qu'il y a un vrai rapport entre une vraie promotion et une vente de disques avec après des concerts. Et c'était une vraie visibilité, tu peux après avoir du monde dans les salles. Par exemple, dans les maisons de disques où il y a tout un process, une hiérarchisation des tâches, tout ça, alors que venant d'IZB, c'est de la débrouillardise, c'est de l'instantané, c'est du bricolage, mais qui fonctionne d'une façon ou d'une autre. Est-ce que des fois, justement, c'était pas un peu compliqué? Ou au contraire, peut-être que tu leur as fait découvrir des méthodes qu'ils... déjà, on va parler d'une chose qui est claire et nette, le street marketing. Au départ, personne ne connaissait le street marketing. Les premiers qui ont fait street marketing, c'est IZB. Un des meilleurs colleurs d'IZB. Voilà. Et à l'époque, personne ne distribuait des tracts, personne ne collait des affiches, et c'est pour ça qu'ils se sont dit, mais voilà, il fallait se débrouiller. Et je pense que depuis le départ, dans le hip-hop, tu dois te débrouiller. Et j'ai mis justement cette espèce de compétence de débrouillardise quand je suis arrivé à Def Jam, pour arriver à bricoler des choses, pour aller chercher des gars que je connaissais pour des t-shirts, pour faire des trucs différents. Et je pense que ça a été une belle expérience qui était intéressante pour te confronter au vrai monde du travail. En arrivant à ce niveau-là, est-ce que tu as rencontré tout de suite le support des gens qui étaient établis dans cette profession-là, quand vu arriver un gars pas vraiment issu du sérail? Tu as eu leur support, ou est-ce que tu as joué de leur réticence à certaines choses pour paraître... Le seul... Après, les gens, tu vois, c'est pareil, ils devaient arriver, mais quittaient. Tu vois, la plupart des gens qui sont à ce poste-là sortent à l'époque d'HEC ou de grande école de commerce. Tu n'as pas eu ce parcours-là? Non, je suis un bac-1, et je viens de Saint-Ouen. Donc, mais du coup, ça peut paraître un peu frustrant, mais voilà, le support que j'ai eu à l'époque, c'était vraiment Pascal Nègre. Lui, il m'a dit, voilà, je pense que tu as des qualités, il faut que tu restes. Et même quand j'ai voulu partir, il m'a dit non, mais il faut que tu restes, je pense que tu vas aller très loin. Et j'étais trop frustré pour rester. Et tu as dû, excuse-moi, tu as dû quand même court-circuiter certaines carrières, c'est-à-dire que tu n'étais pas, comme tu disais, tu n'étais pas amené à avoir ce poste-là. Est-ce que tout de suite les gens ont adhéré à ton... C'est compliqué au début d'adhérer, mais après, tu vois, ce qui se passe, c'est que dans le quotidien, quand tu travailles avec des gens, quand tu es passionné, quand tu montres qu'effectivement, tu vois, c'est toujours la crainte à l'époque et maintenant. Quand tu vois arriver un gars de banlieue, on dit que c'est un gars de banlieue qui fait du hip-hop, ses potes vont arriver, ses potes vont venir toute la journée dans le bureau. Tu vois, c'est tout ça autour de qu'on a toujours colporté depuis longtemps et qui s'est pas fait. Et quand on se rend compte que finalement, tu viens de banlieue, t'aimes le rap, t'es noir, mais t'es comme tous les autres. Au fur et à mesure, les gens comprennent que t'es un être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous des êtres humains. En tant que tourneur, tu as quand même réussi l'exploit d'être à la fois le tourneur d'NTM et IAM. Ouais, mais depuis le début. Et c'était toujours compliqué. Toujours compliqué, parce que quand t'étais les uns, ils parlaient des autres et tout. Mais moi, voilà. Mais t'as toujours préféré Ayam. T'as toujours préféré Ayam, dis-le. Les deux mecs de Paris qui parlent. Surtout lui. T'as toujours préféré Ayam. Non, mais après, voilà, je pense que c'est des rencontres. Il faut savoir que Ayam. Ils sont plus gentils. Ayam, je rencontre. Ayam, on fait plus week-end demi. On fait plus week-end demi au Zénith. Et à l'époque, je prenais le métro pour aller au concert, et j'arrive sur le quai du métro, et il y a un mec qui me dit, on est rappeur, on a une cassette, est-ce que tu peux l'écouter? Et je fais, ah ouais et tout, d'accord, vas-y, donne. Et le mec me donne la cassette, ça s'appelait Pascal, Imhotep, et la cassette, c'était Concept. Et quand t'as écouté le truc, tu vois, je me suis dit, mais... T'es obligé de prendre une claque. T'es obligé de prendre une claque, quoi. Tu vois, c'est des mecs... Ils avaient 5 ans d'avance sur tout le rap français. Les mecs, tu dis, mais non, mais c'est incroyable. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec eux, et après... à travailler avec eux, et après à travailler aussi avec l'NTM, parce que l'NTM, on était ensemble, on a grandi ensemble, même si on a jamais, au départ, on n'était pas copains parce qu'on se confrontait, mais on était dans un même courant qui était le courant hip-hop. Et donc, tu vois, du coup, même si... moi, ce que je disais avec les uns et les autres, c'est qu'à un moment donné, c'est deux courants différents, mais c'est deux courants qui se complètent, parce que c'est deux locomotives qui ont réussi à tirer les rap français. Et tu me disais un truc, et je pense que c'est vrai,
En fait, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, en fait, les uns et les autres. Mais au départ, tu vois, Joe, il est à Marseille et tout, il passait du temps avec eux, c'est les mêmes. Après, mentalité du Nord et du Sud, mais c'est les mêmes. Et heureusement que je pense qu'il faut leur tirer un chapeau à tous les deux groupes, parce qu'aujourd'hui, si le hip-hop français et le rap où il en est, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils ont amené des choses différentes, chacun de leur côté. Tu vois, IAM par rapport au son, par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à lyrics, et NTM par rapport à leur puissance, par rapport à leurs paroles, par rapport à ce qu'ils dégageaient sur scène. Tu vois, depuis le départ, ils ont été forts, ils ont tu vois, NTM, c'était quelque part... IAM, c'était hip-hop, mais tu vois, hip-hop américain. Ils ont toujours été, tu vois, plutôt dans le hip-hop américain, dans les lyrics, et NTM, c'est quand même des PCB. Enfin, tu vois, les mecs étaient danseurs au départ, après, ils ont été graffeurs, il y a eu d'arrêt de chiffon, il y a eu... Enfin, tu vois, les mecs, on parle de gens qui ont vécu le hip-hop, qui ont grandi dans le hip-hop, et qui puent le hip-hop. Tu vois, c'est deux choses qui sont différentes. Et voilà, et IAM, c'est Chill, c'est le mec qui est à New York, qui a grandi à New York, qui a la mentalité de hip-hop. Mais c'est pour ça que les deux se ressemblent, parce que finalement, ils sont vraiment là-dedans. Et donc, tu fais la tournée d'NTM et tu déposes le bilan et tu les payes pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas après ce qui se passe. Mais gagne pas, c'est rien. Ça arrive à tout le non, mais monde. c'est pas ça, je dépose pas le bilan. C'était. Parce qu'entre-temps, après Def Jam, t'es revenu à l'organisation de concerts. Après, j'ai fait la tournée d'IAM, la tournée d'NTM. Et après la tournée d'NTM, il y a toute l'histoire où avec l'hôtesse, où on a fait des concerts, pas les concerts. Et voilà, après, donc, en 99, ça a été un truc qui a un peu explosé, implosé. Et il a fallu que je prenne du recul. Et à l'époque, j'ai eu une opportunité, c'est que j'ai un ami qui est devenu ministre à Maurice, à l'île Maurice. Et il m'a dit, viens et tout, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner. Et je suis parti à Maurice pour être conseiller. J'ai besoin des plans d'Angelo pour être ministre. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait la campagne électorale avec lui. Et pendant un mois, pendant les vacances. Et tu vois, j'ai commencé à organiser. Pareil, tu organises des campagnes. Et il m'a dit. Tu fait du street marketing. J'ai fait du street marketing. Il y a des similarités entre le monde de la musique d'où tu venais et le monde de la politique. Dans tout cas, dans une campagne électorale, ouais. Tu vois, à un moment donné, quand tu vas dans les quartiers, tu vois l'argent. Puis en plus, moi, tu vois, je viens de quartier. Il fallait dans les quartiers chauds, là, à l'île Maurice. Enfin, tu vois, c'était pas des quartiers chauds par rapport à ce que j'ai vécu. Et donc, tu vois, j'étais plutôt à l'aise avec les gens, avec la promotion. Je suis rentré à Paris, il a été élu 2 mois après. Et il m'a dit de venir et j'étais conseiller du ministre de l'Énergie. Pendant 2 ans, et là j'ai travaillé dans l'énergie renouvelable, l'eau, l'électricité, les barrages. Et pendant 2 ans, j'ai fait ça avec mon costume, l'Assemblée nationale. Et là, quand tu vis, c'est encore autre chose. Tu parlais tout à l'heure de passer du côté des maisons de disques. Là, quand tu es dans le cœur du pouvoir et que tu sais pourquoi tu augmentes l'eau, l'électricité, quand tu vas passer les projets de loi, quand tu sais ce qui va se passer et que tu as 2-3 temps d'avance sur les autres, tu te rends compte quand même que la façon dont les dirigeants aujourd'hui sont dans les pays, c'est hyper important. Et si tu veux influer sur la vie, il faut être. Mais tu aurais pu te contenter de ça, rester là, c'était sûrement une place très confortable. Et tout Bien ça. sûr. Qu'est-ce qui te fait revenir à la musique et en France? Alors, j'étais 2 ans après les élections, et je devais être député ministre. Mon beau-père, il décède. Ma femme, elle ne veut pas laisser sa mère toute seule à Paris. Je remonte à Paris avec elle. Et là, ils avaient une agence de voyage. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à l'agence de voyage avec 10 000 passagers qui partaient dans les 3-4 mois. Et j'ai fait ça pendant 7-8 mois. Mais vraiment, là, il ne peut rien à voir avec la musique. Et un jour, il y a un agent qui m'appelle et il me dit, t'es rentré à Paris? Je dis, bah ouais. Il me dit, mais tu m'appelles pas? Je fais, non, mais là, je suis dans le voyage. La musique, pour moi, il fait, non, mais j'ai toujours travaillé avec toi. C'est le mec avec qui je faisais R. Kelly, avec qui je faisais Alia. Et il m'a dit, j'ai une artiste qui vient dans 6 mois, je veux que tu fasses le concert. Et je lui dis, mais j'ai pas de structure, j'ai rien. Il fait, bah, débrouille-toi. Et j'ai fait, bon, ok, je me suis organisé. L'artiste à l'époque, c'était Britney Spears. Et c'est là que tu as monté Nous Prod. Et donc je reviens, je m'associe avec Garance à l'époque qui était là, et le patron de Garance quitte Garance, et là on monte Nous Prod. Ben, je propose qu'on s'écoute un petit peu de musique. Qu'est-ce que tu en penses? On va saluer Eros, qui laissera sa place après au numéro 10 de numéro 10, Free Worker. Et on s'écoute quoi du coup? On va écouter Jay-Z. First, gotta find me. What's 50 grand to a like me? Can you please remind me? Fall so hard, this crazy. Don't know that those phase me. Mexico, over 82 when I look at you like this. Get Busy saison 2, épisode 1. Il a remplacé Eros, le numéro 10 des numéros 10, celui avec qui Maradona dort avec un t-shirt à son effigie, pardon. Free Worker. Gang. Comment ça? Gang. Voilà, gang. Eh ben, on va te laisser la parole, tiens, pour ce... Ouais, donc effectivement, on a retracé le parcours bien complet d'Angelo. Et puis, il y a un point d'orgue assez important, c'est bien sûr Live Nation. Donc, Musul l'a dit tout à l'heure, tu es depuis plus de 10 ans, je crois. Depuis 2009. Voilà, 2009, directeur général de Live Nation France. Et puis,
L'accession, si je peux dire, à ce poste-là relève d'une anecdote assez extraordinaire pour nous, avec notamment un personnage dont on a parlé qui est Jay-Z. Jay-Z. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement cette anecdote? À l'époque, j'étais chez New Prod et il y a le manager de Jay-Z qui m'appelle, qui me dit « faut que tu viennes à Londres voir le concert ». Et là, j'arrive à Londres et après le concert, on est dans les loges. Et il dit « voilà, Angelo, les mecs de Live Nation, les mecs d'Angelo, c'est avec lui qu'il faut vous bossiez ». Je comprenais pas au début, je croyais que c'était un traquenard. Et finalement, il commence à discuter. Il dit ouais, ils cherchent quelqu'un à Paris. On leur a dit que le meilleur c'était toi. Et donc le manager de Jay-Z est arrivé. Il a dit à Kardashian, bon, on va négocier son transfert. Et on est parti de là. Ça, c'était le 4 novembre 2009. Et j'ai commencé le 30 novembre 2009. Et t'as même pas couché avec Jay-Z pour ça? Non. Mais comment toi, tu dirigeais New Prod, comment t'annonces, bon, bah les gars, moi c'est fini, je vais sur Live Nation. Quand t'es dirigeant. Ouais, enfin j'étais actionnaire parce qu'il y avait ça. Oui, mais c'est comme si tu étais à la Géoxer et tu dis bon les mecs je vais jouer au Barça, ils comprennent normalement. Ouais, au PSG. Mais non, ce qui s'est passé c'est que au même moment, c'est assez une histoire qui est assez incroyable parce que ça va au-delà de ça. C'est que je rentre à Paris, Salomon me dit il faut que je te parle. Et j'ai dit ah ouais, non vas-y, moi aussi il faut que je te parle. Et il me dit bah écoute, on a une proposition, Warner va racheter nos prods. Je dis, ah. Et je me dis, voilà, donc du coup, entre le rachat par Warner et Live Nation, financièrement, ça aurait été plus intéressant de rester et d'être racheté, mais philosophiquement, c'était plus intéressant de pouvoir développer quelque chose chez Live Nation, parce que j'avais une idée préconçue de ce que était la musique aujourd'hui, de la façon de faire développer et de ce qu'elle allait être, surtout dans les années à venir, parce qu'on était déjà sur les prémices du digital. Et le digital, il fallait savoir que ça a complètement révolutionné la musique. Donc voilà mon plan de travail par rapport à ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Tu vois, d'avoir fait des Get Busy, d'avoir fait des Don't Stop, d'avoir fait tout ce qu'on a fait à l'époque, ça m'a apporté une certaine idée de la façon dont on peut être indépendant par rapport à des supports de communication et se rendre compte que la communication est importante aujourd'hui. Et déjà à l'époque pour les concerts. Et tu vois, dès qu'on arrivait, on avait en place pas mal de choses qui n'existaient pas à l'époque. Tu vois, les Facebook, le Twitter, Instagram. Tu vois, aujourd'hui, la moyenne des producteurs en France, ils ont 30, 20, 25 000 fans sur Facebook. Nous, on a 180 000. Donc, voilà, ce côté que j'ai acquis et que j'ai appris au départ, qu'on était ensemble sur Get Busy et ce qu'on a fait, c'est aujourd'hui, c'est ce qui me porte dans ce que je fais. Et tu as eu les cartes blanches dès le départ, ou est-ce qu'il y a eu quand même une période d'adaptation, d'imposition des procédures, enfin de la manière de faire? Enfin, comment ça s'est passé? Il y a deux niveaux. Tu as un niveau opérationnel, tu as carte blanche, parce que tu fais ton budget, j'ai fait un business plan sur 5 ans, et après tu as le côté vraiment administratif, où là, effectivement, c'est une société cotée en bourse, donc tu as un cadre corporate qui est hyper important, et auquel il faut t'adapter. Après, voilà, moi, tu sais, quand tu sors d'où je suis et quand tu fais un bac-1, c'est facile de dealer avec des boîtes cotées en bourse. Mais justement, là, on parle de tout ce que tu as fait, mais c'est un peu abstrait ce que c'est le métier de producteur de spectacle. Concrètement, c'est quoi exactement ça? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu dois gérer? Qu'est-ce que tes équipes doivent gérer? Parce que, bon, toi, au départ, quand on a commencé, producteur de spectacle, c'est tu as un artiste et tu dois organiser les concerts, tu loues la salle, tu mets en vente, tu fais le marketing, tu t'occupes des dotations de travail. Accessoirement, tu payes l'artiste. Accessoirement. Mais ça dépend. Et donc, tu fais tout ce qui est autour d'un concert. Donc ça, c'est la partie quand tu as un concert, un artiste, c'est la chose qu'il faut que tu fasses. Et quand on a commencé à l'époque, on était 4 chez Live Nation. Et donc, du coup, quand vous êtes combien aujourd'hui? 85. Et 85, la première année, on a dû faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le groupe Live Nation en France, ça dépend des années, on est entre 450 et 500 millions. Mais tu interviens sur l'artistique en tant que producteur. Tu leur dis, enfin je sais pas, l'artiste, est-ce que l'artiste vient avec quelque chose? C'est pas les anglo-saxons. Est-ce que l'artiste vient avec quelque chose, un concept d'une tournée, et tu lui dis ça c'est n'importe quoi, c'est irréalisable? Un anglo-saxon, il vient, tu peux rien lui dire parce qu'il a déjà sa production. Par contre, le français, tout ce qui est français, on intervient. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est d'intervenir. Parce que, effectivement, je te dis, c'est l'expérience que j'ai, moi, par rapport à mon œil, surtout le grand rappeur que j'étais. Les IZB. Donc, j'ai toujours eu ce côté où c'était important d'intervenir parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu as un œil extérieur qu'un artiste n'a pas. Et donc, du coup, tu as un recul qui est important. Et moi, j'aime bien dire, partager avec les artistes des choses. Et puis, tu peux avoir raison, tu peux avoir tort. Mais c'est toujours bien de le faire. Mais souvent, on disait que la politique, enfin, c'est ce qu'argumentaient même les maisons disques, c'est d'avoir
quelques gros vendeurs qui permettent de financer les petits artistes en devenir et tout ça. C'est le cas. Est-ce que c'est pareil pour les concerts? Mais moi, Parce que Live Nation, effectivement, c'est des grands noms, c'est Non, pas Jay-Z, du c'est tout. Beyoncé, c'est Metallica, mais vous faites aussi des artistes beaucoup plus Bien sûr. underground, beaucoup Mais plus de toute façon, le petites salles. modèle d'une maison de disques et d'un producteur de spectacle, c'est, quoi qu'il en soit, nous sommes obligés d'investir dans des artistes Tu pour que mises sur demain. l'avenir. Bien sûr. Donc tu vois, en gros, tu as 20% d'artistes qui marchent, qui payent pour les 80% qui ne marchent pas. Mais ça vous arrive donc d'avoir quand même encore des concerts à perte? Ah, bien sûr. Il y en a plein. Mais tu sais, quand tu fais un disque, moi c'est 80, 100%, tu en as 20 pour 80. Une maison de disques, tu vois, tu as 10 albums, tu en as un qui marche sur 10. Mais c'est pas nouveau, tu vois, c'est juste qu'à un moment donné, tu es obligé d'investir. Et au début, tu vois, quand tu arrives et quand tu dis qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, la première fois où Rihanna est arrivée, on ne savait pas trop ce qu'on avait fait, on a fait passer en première partie de Pussycat Dolls. Parce qu'on ne pensait pas qu'elle était encore au niveau. Et bon, tu vois, et tu construis au départ, personne ne pensait que Jay-Z allait avoir la carrière qu'il a. Quand on se dit on va faire Jay-Z au Stade de France et Beyoncé, tout le monde a fait, vous êtes sûr et tout. On en a fait 2. Enfin, tu vois, c'est des choses où tu vois, cette bagarre qu'on a eue depuis l'époque sur la place sur notre musique, sur d'autres supports musicaux, c'était pareil. Moi, tu vois, quand je suis arrivé, quand j'expliquais que la musique allait être révolutionnée par le digital, il y a 9 ans, je découvre un courant musical qui m'a bluffé parce que les mecs qui faisaient la musique étaient les mecs du hip-hop, c'était la K-pop. Je fais un concert de K-pop à l'époque, il y a 9 ans, qui s'appelle SM Town, et la musique, c'est une musique de fou. Tu vois les producteurs qui sont venus à Paris pour le concert, un des producteurs, c'était Teddy Riley. Et il me raconte que tous les gros producteurs de R&B aux États-Unis sont ceux qui font toutes les musiques K-pop. Et donc, du coup, c'est intéressant, tu vois, on a commencé à bosser dessus, et c'était il y a 9 ans. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand la K-pop, tu fais un Stade de France comme on l'a fait l'année dernière avec BTS, c'est pas un truc qui arrivait l'année dernière, c'est un truc qu'on a déjà anticipé depuis 9 ans. Et le métier, c'est ça aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les nouveaux courants musicaux, comment investir et vers où il faut aller. Et ça, je l'ai appris et je l'ai acquis grâce au hip-hop, et aujourd'hui, ça me sert encore. Alors tu parles de communication, d'outils de communication, de promotion. Comment tu vois les choses par rapport... Alors un concert, c'est un spectacle vivant, effectivement. On a tout intérêt à aller voir sur place l'artiste et kiffer le spectacle. Mais aujourd'hui, par exemple, tu as du classique qui est diffusé en salle de cinéma pour les gens qui ne peuvent pas arriver. Comment tu vois les choses par rapport à ça avec le digital ? Mais je pense Par exemple, excuse-moi, je te coupe, Jay-Z et Beyoncé, quand ils sont arrivés, ça a été tout de suite retransmis, notamment sur Canal+. Ça fait partie de la diffusion. Mais je pense que tu vois, on va arriver sur un stade dans la musique dans les 2-3 prochaines années au même niveau et la même évolution qu'il y a au football il y a 30 ans ou 40 ans. Quand on a commencé à diffuser les matchs de football, tout le monde a dit mais ça va vider les stades. Et finalement, les stades n'ont pas été vides et le foot est passé à la télévision. Je pense qu'on va arriver à un moment donné où il y aura des concerts qui vont passer en live. Ça va pas être aux gens aussi de voir les concerts. Et après, quand tu viens sur place, tu n'as pas du tout la même sensation, tu as la même chose. Il faut savoir aujourd'hui qu'aller à un concert, dans une étude qu'on a faite l'année dernière, pour des jeunes, c'est le meilleur endroit où on est quand on est en public. Et pour certaines personnes, bon après, j'y crois pas, il y en a qui disent que c'est même aussi excitant que de faire l'amour. Bon, ça, Justement, tu vois, ton ADN, ça reste le rap quand même. Et souvent, le rap, c'est une musique qui a été très décriée sur scène. Souvent, c'est vrai que les artistes C'est un peu ingrat comme beaucoup de musique. rappeurs étaient un peu mauvais sur scène, quoi, tu vois, à part, l'exemple qu'on a connu, Public Enemy, NTM en France ou machin. Mais c'est vrai que souvent, les rappeurs, c'est un peu service minimum sur scène, quoi. ça a changé. Tu vois, aujourd'hui, les rappeurs, ils viennent avec des décors, avec des vraies scénographies. C'était le cas à l'époque parce que les gens, ils avaient pas le choix, puis surtout, ils venaient prendre l'argent. Encore une fois, il faut savoir qu'au départ, les rappeurs, tout ce qui nous est arrivé, c'est assez fortuit. Ils se sont peut-être dit au départ, ça va durer 1 an ou 2 ans, je préfère tout prendre tout de suite. Donc tu vois, Run DMC et Beastie Boys sont venus avec une cage tout seuls, ils sont partis tout nus parce que le bus a brûlé. Mais au départ, c'était pas le cas. Maintenant que c'est devenu un véritable courant musical, que c'est devenu un véritable business, que 72% du stream mondial, c'est de la musique urbaine, ils font des efforts de venir avec des vraies scénographies. Est-ce que tu as des regrets d'artistes que tu aurais rêvé de faire tourner, d'organiser les concerts alors, des artistes qui sont plus là aujourd'hui et que tu pourrais plus jamais faire tourner, mais Non, dans les regrets, il y a... Prince. Qui Prince. Prince. Il y a Prince, il y a Eric B. Eric B, on l'a jamais eu en concert.
Eric B. Rakim, il faut savoir qu'on a été les voir en concert en 1987 à Amsterdam. Et parce qu'en France, il n'était pas passé parce qu'il y avait une tournée avec Public Enemy à LL Cool J et il avait amené un gun avec lui et il s'était fait arrêter. Et voilà, c'est des gens comme ça où il y a un tel truc qui se passe, il y a des... voilà, on est quand même des passionnés. Et puis c'est des gens qui, à l'époque, nous ont fait rêver. Et donc il y a ça. Et puis après aussi une autre partie qui ne fait pas partie du hip-hop, mais qui est indéniable pour nous, genre de banlieue, c'est la funk. James Brown. Enfin, tu vois, les concerts de James Brown, c'était incroyable. Les concerts de Maze, tu vois, Maze, tu vois, toutes ces parties funk qui avaient disparu, mais aujourd'hui... Il faudrait que tu te dépêches de faire venir Gladys Knight un jour, parce que c'est l'une des dernières qui reste vivante et j'aimerais pas qu'elle parte avant de l'avoir vue. C'est beau, ça me donne envie de pleurer. Ouais, moi aussi. Et si on s'écoutait un petit morceau, peut-être d'un des groupes préférés de Angelo, du coup? Ses meilleurs copains, c'est sa famille, Ayam. Le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né? Get Busy, saison 2, épisode 1, on est toujours avec Angelo Gopé qui nous a expliqué un petit peu ce que c'était le boulot d'un producteur de spectacle. C'est quoi la journée typique d'Angelo Gopé, par exemple? Parce que tu es quand même un producteur de spectacle très occupé. On a eu du mal à t'avoir, on peut le dire. C'est vrai. Puis c'est depuis tout le temps. Mais non, il n'y a pas de journée, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. Mais aujourd'hui, c'est rencontre avec des artistes, et des conseils d'administration, parce que j'en ai pas mal. C'est des réunions internes chez nous pour pouvoir dynamiser les équipes et continuer à écouter de nouveaux artistes et les développer. Et c'est surtout, aujourd'hui, c'est de travailler de plus en plus avec les institutionnels pour qu'ils reconnaissent notre musique, pour qu'ils reconnaissent notre boulot de producteur. Et surtout, moi, j'ai monté une école qui va ouvrir dans 15 jours pour pouvoir donner accès à des gens issus de la diversité qui n'ont pas les moyens de se payer des études pour atteindre un niveau de Bac plus 3, Bac plus 4, et pour qu'ils soient demain managers, entrepreneurs, éditeurs. Et justement, voilà, parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ils ont pas 10-12 000 euros par an pour pouvoir payer leurs études, et ils n'ont pas les contacts pour avoir des crédits d'étudiants. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans ce que toi, tu as commencé il y a 30 ans? Est-ce que c'est encore faisable, d'ailleurs, de le faire comme ça? Mais moi, je pense que c'est encore faisable. C'est pour ça qu'on fait de l'école. Je pense qu'on peut toujours réussir. Il faut surtout en vouloir. Nous, on n'a jamais laissé tomber. Même si c'était compliqué pour nous, même si c'était pas facile, même si on n'avait pas d'argent, même si on n'allait pas en vacances, on a déjà, on a toujours souri. 2, on a toujours été solidaires entre nous. Et parce qu'on a partagé des choses, et même à l'époque quand on allait à New York, on a toujours pris plaisir dans ce qu'on faisait, et on a toujours passé un temps ensemble, qu'on a fait 5, 6, 7 jours, et on a profité au maximum. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de profiter, c'est d'y croire, et c'est de jamais rien lâcher. Belle conclusion. Pour finir, on va faire une petite présentation, comme d'habitude, de livres, de disques, etc., à écouter, à lire, à emmener chez vous en vacances, même si c'est plus les vacances. Tu commences ? Non, toi. Bon, je vais commencer. Alors, puisqu'on parlait de funk tout à l'heure, un excellent bouquin qui est sorti aux éditions Le Mot et le Reste. On a souvent des petits bouquins de cette maison d'édition qui est vraiment pas mal. Cette fois-ci, c'est Le Funk en 100 albums, On the One, de Belkacem Méziane. L'histoire du funk en 100 albums. Alors, c'est pas une discothèque idéale, voilà, parce qu'il y en a qui vont ouvrir ce livre et qui vont dire « Oui, il n'y a pas cet album alors que je l'adore », etc. C'est juste pour donner un panorama assez large. Ce qui est assez intelligent, c'est qu'il a pris un petit peu des contre-pieds de ne pas prendre des gros albums. Il n'y a pas Sex Machine, par exemple, mais il y a d'autres albums de James Brown, on retrouve du Parliament, du Funkadelic, et puis des groupes un petit peu plus complètement contemporains comme Let Us. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Dr. Dre aussi, puisque The Chronic a contribué à relancer le funk pour certains. Voilà, donc ça s'appelle On the One, l'histoire du funk en 100 albums de Belkacem Méziane. On passe totalement à autre chose. Dans l'enfer vert de la Rambo-sploitation, c'est à la suite de Rambo, il y a eu toute une vague de sous-Rambo, de sous-sous-Rambo, de sous-sous-sous-Rambo. Voilà, de la série B, on est passé facilement à la série Z-1. Et ce bouquin parle avec beaucoup d'humour de tout ce qui a découlé de la vague de Rambo. Voilà, alors ça va fureter dans des productions italiennes, des productions asiatiques, etc., turques. C'est très très marrant parce qu'il y a une belle iconographie. À chaque fois, il y a une fiche. Il y a des articles un petit peu plus de fond qui expliquent un petit peu dans l'imaginaire américain
95, que c'est Rambo, etc. C'est surtout que c'est vendu avec un DVD qui s'appelle L'Ultime Combat, et c'est vraiment l'ultime navet. Voilà, c'est les films qui sont tellement nuls qu'ils en deviennent cultes. Et on reste sur Stallone parce qu'il y a un livre qui s'appelle Stallone, héros de la classe ouvrière, et qui explique, parce que c'est vrai que c'est... Stallone, c'est l'idole de tous les self-made men, hein, le mec qui est vraiment parti de rien, qui a vraiment qui a jamais lâché l'affaire et qui a réussi. C'est l'histoire de Rocky, hein, de toute façon, sa vie. Un peu l'histoire d'Angelo. Voilà. Donc ça s'appelle Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, de David da Silva, un Portugais qui écrit sur Stallone. Enfin, tout est possible. Il s'appelle Da Silva dans Les Faucons de la Nuit, Stallone. En plus. Ouais. Voilà. Un petit peu de musique avec Principles of Joy. L'album s'appelle Strong and Strong. Angelo, toi qui viens de Seine-Saint-Denis, c'est un label de soul de Seine-Saint-Denis qui fête ses 10 ans cette année. Alors j'ai amené le CD pour t'en faire cadeau, comme ça si tu veux les faire tourner, tu auras les références. C'est soul 60s, 70s, voilà, tout en analogie, qui presse également du vinyle, des 45 tours. Ils ont un très très bon catalogue. C'est Q Sounds Recording, voilà, l'album s'appelle Principle of Joy, Strong and Strong, et c'est cadeau, tu l'écouteras. Merci. Voilà. Alain, musique, tu avais quelque chose ici? Je finis juste. C'est Ouais. pas trop. Donc toujours un bouquin de photos de T. Eric Monroe. Et T. Eric Monroe. What do you say? Toi, prends des photos parce que tu reviens plus. Rare an unseen moment of 90s hip-hop. C'est-à-dire des moments rares et jamais vus du hip-hop des années 90. Volume 1, ça veut dire premier volume. Bilingue. Donc voilà, donc c'est un peu toutes les stars du hip-hop des années 90. Donc ça va de Gangstar à Wu-Tang. On peut voir comme ça, Wu-Tang. Mais on y retrouve aussi Funkadelic, là on voit Booty, avec George. Donc voilà, donc des très belles photos. On a un petit bouquin de photos, avec des très belles photos du hip-hop des années 90. Voilà. Alain, t'avais quelque Et chose on en va stock. terminer, oui, en musique aussi, avec un album qui est sorti fin août, qui s'intitule Eve ou Evie, hein, en anglais, puisqu'on est bilingue dans cette émission. Tout à fait. L'auteur est une rappeuse de Caroline du Nord qui s'appelle Rhapsody. C'est une proche du célèbre producteur Ninth Wonder. Et elle a pris un parti assez intéressant dans cet album, c'est qu'elle a passé en revue en fait toutes les femmes pour elle, les femmes noires qui ont eu un impact ou qui ont encore un impact culturel ou sociétal sur notre époque ou sur le passé. Ça va de Michelle Obama à Serena Williams, ça va de Alia à Nina Simone, ça va de la seule, je ne me souviens pas du nom, je n'arriverai pas à le prononcer, mais à la pharaone égyptienne, à la mère de Tupac Shakur. Donc tous les morceaux sont nommés par le prénom de ces femmes-là. Et c'est assez intéressant, d'autant plus que la rappeuse est très bonne au niveau rap pur et dur. Et ça s'appelle Yves et c'est Rhapsody. Eh ben, on a une surprise pour toi, on va s'en regarder un clip. Avant, on va dire au revoir à Angelo. Merci d'être venu. Merci de m'avoir pour tout. accueilli. Ça nous a fait plaisir. Nous, on se regarde un petit clip pour faire plaisir à Free Worker qui est venu. Et puis on se retrouve tout de suite après. When the MCs came to live out their name, inscribed in the halls and the walls of fame, balancing life, wrote both the yin and yang. Hands buried the man and they raised the sun to rain. That's a play on words, they say herb ain't all the same. Mais je crois qu'il est parti, je lui ai donné le 10, je suis même pas sûr qu'il ait dit merci. Il faudra vérifier les poubelles à la sortie. Hein. Ces gens-là, ils disent plus merci, ils savent plus. Il doit en recevoir trop, je pense, ou des trucs comme ça. Déjà à l'époque, je l'aimais pas. Habitué à prendre. Mais j'ai vu qu'il vendait, alors c'est peut-être un faux de compte, mais le mec s'appelle Angie, j'ai vu que sur eBay, il vendait des vieux Get Busy, et hyper cher en plus. Je ne sais pas si c'est lui ou quoi. Tu m'avais pas dit que tu lui en avais refilé récemment, justement? Tu n'avais pas dit que il voulait refaire la maquette, je sais pas quoi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Enfin bref, on sait qui on peut plus inviter. C'était Get Busy, saison 2, épisode 1, avec Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France. Get Busy, saison 2, épisode 1, une émission présentée à 4 mais préparée à 5, avec Free Worker. Merci de m'avoir invité. Ah bon, t'as invité? Eros, Gang, gang, gang. évidemment Cher. Évidemment. On passe le bonjour à l'agent absent David, à Steph Fresh News, l'agent infiltré qui nous fait toujours des bonnes petites sélections de disques et de livres, à Calzone, l'agent qui sommeille. Et puis, Et puis on remercie Click pour ce nouveau décor. nouveau magnifique. décor magnifique. Et puis, Et pour avoir accepté qu'on revienne. pour une saison 2. Sans table. Et puis, comme on ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache, on se dit rendez-vous le mois prochain. Au revoir les gens.